Vous suivez la panafricaine Média et c'est le bon choix. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Le débrief sur le continent africain. La démocratie a connu différentes étapes allant des succès aux résistances ainsi que des avancées et même des régressions connues. D'ailleurs, l'on retrouve encore dans différents pays africains des régimes démocratiques, des régimes hybrides et d'autres types de modèles politiques. Mais aujourd'hui, le jeu démocratique n'est plus seulement électif, il fait face également à d'autres défis d'ordre structurel et même organisationnel. Quel est l'état actuel de la démocratie en Afrique? Quels sont les défis auxquels fait face la démocratie sur le continent africain? Le développement en première partie d'émission. En seconde partie, on reste avec le continent africain, mais pour parler d'une gouvernance mondiale plus juste. L'Afrique continue à plaider également sa cause pour cette gouvernance mondiale plus juste et plus équitable. Plusieurs chefs d'État africains qui se sont succédés également à la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 80e Assemblée générale de l'ONU ont réclamé cette réforme de la gouvernance mondiale et une représentation équitable de l'Afrique dans les instances de prise de décision de l'organisation pour un ordre mondial plus équilibré. Certains États du continent sont aujourd'hui membres des BRICS. L'Union africaine également est membre, représente l'Afrique au sein du G20. Comment l'Afrique peut-il peser de son poids et de son influence pour une gouvernance mondiale plus juste et plus équitable? Quel impact pour une meilleure représentation du continent aux instances mondiales de prise de décision? Le développement en seconde partie du débrief. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, Monsieur Ibrahim Kamara, vous êtes journaliste, spécialisé également en relations internationales. Merci d'avoir une nouvelle fois répondu à notre invitation. Toujours un plaisir aussi de partager ce plateau avec vous. C'est moi qui vous remercie, Daouda. C'est aussi un grand plaisir de partager toujours ce plateau avec vous. Un plaisir également de partager ce plateau avec votre co-débatteur, Monsieur Cheikh Sadibou Ndiaye. Vous êtes spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci également, Cheikh, d'avoir une nouvelle fois répondu présent à notre invitation. Je vous remercie, Daouda, pour l'invitation. Et je reste d'ailleurs avec vous, Cheikh. Quelle lecture est-ce que vous faites aujourd'hui de l'état actuel de la démocratie sur le continent? Bon, par rapport à l'état actuel de la démocratie sur le continent africain, je pense que l'analyse va être un peu mitigée parce que la démocratie, donc, pour certains, elle est occidentale, alors que l'Afrique a eu un modèle démocratique. Si on s'en réfère à la charte Mandé du Kouroukan-Fouga de 1235 ou 1236, donc 1235, donc, où des dignitaires de l'Afrique de l'Ouest, de l'Empire du Mali, se sont réunis pour sacraliser la vie humaine, donc donner des principes qui vont permettre de gouverner un État. Donc après, on peut s'en référer à la charte de... Consacrer des droits à l'environnement, à la protection des droits des femmes. L'article 1er même disait que toute vie est une vie. Donc pour vous dire que l'Afrique n'est pas étrangère à la démocratie ou à ce genre de principe. Maintenant, il y a eu des chocs après, vraiment des chocs exogènes qui sont venus de l'Europe, de l'Asie, et ainsi de suite, qui ont frôlé le continent africain par rapport à la démocratie. Maintenant, après ces étapes-là, il y a eu l'esclavage, la colonisation, les indépendances, ainsi de suite. Donc l'Afrique a essayé de perpétuer le modèle occidental. Donc ce modèle, tant bien que mal, il y a des pays africains qui l'ont réussi. On peut prendre le cas du Sénégal, où depuis des années, on organise des élections, même s'il y a eu peut-être quelques couacs avec les manifestations et ce qui s'est passé. Des tensions souvent préélectorales. Des tensions donc. Mais il y a d'autres pays africains où on constate que la démocratie vraiment pose même problème à ceux qui dirigent ces pays-là. Parce que des pays où la presse est muselée, où vraiment la société civile est pratiquement emprisonnée, où les partis politiques sont dissous, ainsi de suite. Donc je pense que ce ne sont pas des conditions qui favorisent à la pérennité de la démocratie sur le continent africain. Mais par contre aussi, il faut voir qu'il y a des États où il y a le terrorisme qui menace ces États-là. Je prends le cas des pays de l'AES. C'est des pays qui, tant bien que mal, essaient de s'en sortir, qui font face vraiment à un fléau qu'on appelle le terrorisme. Et ces États-là ont cherché peut-être à redéfinir
un certain modèle. Pour le cas malien, on a essayé de redéfinir avec la charte de la transition, ainsi de suite, et d'autres chartes qui veulent tout simplement redéfinir le modèle malien ou le modèle burkinabé ou d'autres modèles pour essayer de l'adapter à la véritable histoire de ces pays-là. Et surtout leurs textes institutionnels aux réalités également sociopolitiques de leur pays. Donc pour vous dire qu'en tout cas, l'analyse de la démocratie en Afrique est mitigée. Il y a vraiment des pays qui font des prouesses, il y a encore des pays qui traînent. Mais il faut essayer tant bien que mal de les féliciter, de les encourager à aller vers un modèle démocratique endogène, un modèle démocratique qui va permettre à l'homme africain de s'identifier à ces principes africains-là. Et justement, vous concernant également, Ibrahima, selon vous, qu'est-ce qui justifie que malgré tous ces efforts consentis depuis plusieurs années aujourd'hui, la démocratie peine encore à s'enraciner dans nos sociétés convenablement? Je pense que mon ami et co-débatteur Cheikh Sadibou l'a dit, tant qu'on continue d'importer des modèles exogènes, tant qu'on continue de nous baser sur des modèles qui ne nous appartiennent pas, qui ne nous ressemblent pas et ne nous rassemblent pas, Daouda, nous continuerons toujours de passer à côté. Ce modèle de démocratie qu'on nous a toujours vendu est incompatible avec nos réalités socioculturelles, il faut le dire. Il l'a dit tantôt, la charte du Kourou-Kanfougan ou la charte du Mandé qui a été mise en place à Kirina dans la première moitié du XIIIe siècle en 1235, lorsque Soundiata Keïta a fondé l'Empire du Mali. À l'époque, l'Europe était encore dans le cannibalisme et barbare. Et ce sont ces mêmes Européens, ces mêmes Occidentaux qui veulent nous vendre un modèle démocratique qui nous viennent d'ailleurs, alors que nous étions en avance à des siècles de lumière sur eux au XIIIe siècle. Vous voyez le recul qu'on a fait et la marche arrière qu'on a fait, mais d'un autre sens, d'une mauvaise voie. J'aimerais bien qu'on reste avec ce point que vous abordez par rapport à ce recul-là. Si l'on en revient au début de votre développement où vous parliez d'inadéquation entre cette démocratie que vous appelez démocratie dite occidentale avec les réalités africaines, est-ce donc un problème d'inadéquation de cette démocratie avec nos réalités ou plutôt la question des hommes aujourd'hui qui incarnent ce modèle-là? Non, le problème... Pourquoi je dis est-ce un problème aujourd'hui d'inadéquation? On a vu certains pays aujourd'hui africains qui ont appliqué ce modèle-là, qu'on qualifie peut-être de modèle occidental, et pourtant qui ont obtenu des résultats qui aujourd'hui sont cités en bon élève de la démocratie. Donc est-ce un problème de modèle ou d'inadéquation ou plutôt d'hommes qui l'incarnent? Souvent, les pays qui ont tendance à le réussir, Daouda, connaissent parfois aussi des résultats mitigés, comme le disait Cheikh Sadibou. Parce que retenons qu'à chaque épisode post-électoral, en Afrique surtout, il y a un pas en avant et 10 pas en arrière. Et à un moment donné, il y a le doute qui s'installe même au Sénégal, au sein de nos institutions démocratiques, et les alarmes sont au rouge. On le vit très souvent, à chaque épisode électoral d'ailleurs. Et moi, je pense qu'il n'y a aucun acquis pour l'instant qui valide à 100% ce modèle démocratique dont les Occidentaux pensent qu'elle est universelle, alors que, à mon humble avis, elle est loin d'être universelle. Et il y a chaque pays a ses réalités, sa manière de fonctionner, sa mentalité et tout. Vous allez dans la sous-région des pays arabes comme la Mauritanie juste à côté, qui se réclame un peu une république islamique. Islamique, je dis bien. L'islam, qui est une religion qui connaît aussi beaucoup, qui a une connotation de civilisation antérieure, est bel et bien compatible avec certaines réalités en Afrique de l'Ouest. Mais quel est le regard de ces mêmes Occidentaux par rapport à l'islam? Alors que ces pays-là, ces citoyens qui vivent au sein de ces pays, sont bien à l'aise, se voient bien dans cette république islamique où la charia peut être mise en avant. Mais dans d'autres pays... Parce que leur modèle est bien conforme à la réalité également. Mais les institutions internationales verront que oui, la charia est barbare. Qu'est-ce qu'ils pensent? Si vous voulez, on vous coupe la main. Ils ont le droit de châtiment. C'est là dont ils regardent. Alors, les œillères avec lesquels les Occidentaux ont tendance à regarder notre modèle démocratique, notre manière de vivre et de penser est vraiment une aberration. Et c'est un jugement, un mauvais procès qu'on colle aux pays africains. Et ils ont de plus en plus, ils ont tendance à nous imposer
ce modèle démocratique dont pour eux est universel alors qu'elle est loin d'elle. Et c'est souvent dû à une certaine méconnaissance de l'autre ou de sa religion et de sa civilisation, d'où l'intérêt également de leur montrer ce qu'est réellement aujourd'hui l'islam, cette religion de paix, de tolérance et également de civilisation, comme vous l'avez rappelé. Allez-y, cher Sadio. Vraiment, M. Camara, il a parfaitement raison. Parce que si on en vient à l'histoire, la civilisation perse a dominé le monde. Les Ottomans ont dominé le monde. Les Russes ont dominé le monde. Actuellement, c'est l'Occident qui domine le monde. Mais regardez cette guerre qui existe entre ces grandes nations-là. L'Iran, vous avez vu cette guerre des 12 jours entre l'Iran et Israël. L'Iran refuse catégoriquement qu'un autre type de civilisation domine son espace. Tout simplement, les Russes, les pays slaves comme les Russes, ils refusent toujours cette domination occidentale. Et les Chinois, avec Mao, ils ont fait la révolution, ils ont imposé le communisme, ils refusent cette domination, cette vision occidentale de la démocratie. Oui, et de la démocratie. La Corée du Nord, mais la Corée du Nord nous dit que c'est un État démocratique. République démocratique de Corée du Nord. Mais c'est extraordinaire pour vous dire que cette façon que les Occidentaux ont de voir la démocratie et qui veulent l'imposer un peu partout, mais il faut savoir qu'il y a des pays et des zones qui sont toujours réticents à cela. Donc il faut toujours respecter le modèle. Des pays qui ont également une autre vision également du monde et de ce système politique-là qu'est la démocratie. Ils ont des vies sociales vraiment qui sont différentes. Donc il faut qu'on sache raison garder par rapport à ces différences-là. Et que l'Occident arrête de vouloir nous imposer de manière unilatérale ces genres de méthodes-là. Parce que ça ne marche pas dans certains, mais peut-être dans d'autres, ça va marcher. Et tout à l'heure, il y a Ibrahima Kamara qui parlait de démocratie également en lien avec les élections également, puisque quand on parle également de démocratie, c'est souvent également à la perspective classique des élections et surtout de la stabilité des institutions publiques. Dites-moi, cher Sadibou, peut-on aujourd'hui évaluer la démocratie juste à l'aune ou sous le prisme aujourd'hui des élections? Personnellement, moi je dis que non. Parce que toujours, comme vous le savez, je prends exemple le continent africain. Bon, il y a des élections qu'on a eu à organiser dans certains pays, je ne veux pas citer de noms et de pays, mais vous avez vu des présidents pratiquement qui ont fait au pouvoir presque 40 ans ou 35 ans et qui gagnent à des scores soviétiques. Et après, on nous chante la démocratie dans ces pays-là. Vous avez vu des présidents qui persistent à vouloir faire 4 ou 3 mandats. Et on nous chante la démocratie dans ces pays-là. Vous avez vu des pays où c'est des régimes militaires qui sont venus, et qui ont réorganisé ces pays-là et qui ont organisé des élections libres et transparentes. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, également, cette démocratie ou bien ce jeu démocratique est respecté. Il y a une alternance au pouvoir, il y a des élections qui sont organisées, qui ont été en tout cas observées par les différents observateurs, organisées également par des structures habilitées à le faire, et il y a eu aussi alternance au pouvoir, cher Sadibou. Oui, mais il y a des pays où il n'y a pas alternance au pouvoir. Où c'est un homme qui se maintient pratiquement pendant 40 ans. Mais l'alternance ne veut pas forcément dire également qu'il y a non, ne veut pas forcément dire qu'il y a un autre homme différent de celui qui est là, une autre femme qui est élue. Ça veut dire qu'il y a une élection et que les gens ont opté. Ils peuvent opter aujourd'hui pour le changement comme ils peuvent opter pour la continuité. Effectivement, mais est-ce que ce qu'on constate en Afrique, c'est qu'on a opté pour le changement ou pour la continuité? Là où on voit des présidents s'accaparer pratiquement de ces résultats-là et imposer leurs propres résultats. On l'a vu dans ce continent africain-là. Je ne veux pas personnellement citer de pays, mais on a vu dans ce continent africain-là où des présidents ont modifié leur constitution pour s'imposer, pour continuer. Je reviendrai tout à l'heure à vous, cher Sadio, parce que j'aimerais qu'on développe davantage sur les élections. Je reviendrai tout à l'heure à vous. J'aimerais interpeller Ibrahima sur un autre point. Comment adapter, Ibrahima, selon vous, l'exigence démocratique aux réalités de nos sociétés africaines, puisque vous parliez tout à l'heure d'inadéquation. Selon vous, comment adapter cette démocratie à nos réalités, aux réalités de nos sociétés africaines? Alors, il sera impératif, Daouda, d'avoir une oreille attentive aux aspirations du peuple. Le peuple est souverain. Seul le peuple a le droit de décider. Vous prenez l'exemple du Sénégal, qui est un cas spécifique. Le garant de la stabilité, le garant de la sécurité de notre pays, ce n'est pas la démocratie, ni ces hommes politiques. C'est l'homme au sénégalensis, à travers nos guides religieux, à travers nos guides coutumiers, il faut le dire. Heureusement, nous avons en place ces gardiens du temple qui ne cessent de tirer la sonnette d'alarme et de rappeler à l'ordre. La parole du khalife général des Mourides, la parole du khalife général des Tijanes, des Layènes, entre autres, est beaucoup plus sacrée que la parole d'un homme politique qui a été élu démocratiquement au Sénégal. Vous êtes censé savoir donc que c'est une société qui comprend comment elle doit fonctionner,
qui comprend les arcanes et les rouages et qui sait là où il va. Et pourtant, c'est ce même colons, ces mêmes occidentaux qui ont essayé d'effacer nos guides religieux-là à une époque de notre histoire pour imposer leur soi-disant démocratie. Le Sénégal a pu échapper à ça. Et vous abordez un point assez intéressant et au-delà même du Sénégal, dans d'autres pays africains également, on voit que ces autorités religieuses et coutumières occupent également une place de choix dans le jeu démocratique, non pas pour la prise de pouvoir ou autre, mais surtout aujourd'hui pour veiller à la stabilité des institutions et même de la scène politique. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui de ce rôle joué par ces autorités religieuses et coutumières qui de plus en plus également sont des acteurs, en tout cas dans ce jeu démocratique, surtout pour la stabilité de nos États? Oui, vous le disiez tantôt, au niveau de la sous-région, contrairement au Sénégal, les hommes politiques ont compris qu'ils sont obligés de s'accommoder avec nos hommes religieux et de s'adapter à leur rythme pour pouvoir gérer le pays. Malheureusement, dans certains pays d'Afrique, tel n'est pas le cas. Certains chefs religieux sont contraints à l'exil, d'autres sont en prison et d'autres sont menacés et malmenés, et donc c'est ce qui crée souvent les tensions. Et ces guides religieux qui comprennent mieux les aspirations de ces pauvres populations, qui les contrôlent mieux, qui sont beaucoup plus proches des populations au niveau de la base, sont les soupapes de cette démocratie qui peut nous rassembler et dont on peut aspirer. Malheureusement, nos hommes politiques aussi sont compris entre le marteau et l'enclume, puisque nous sommes tous censés savoir que les institutions financières internationales ont eux aussi des baromètres sur lesquels ils ont une œil. Et c'est à partir de ces baromètres, soi-disant démocratiques ou antidémocratiques entre autres, qu'ils mettent la main à la poche pour financer le fonctionnement ou le développement de nos pauvres pays. Et dans ce cas de figure, il sera très difficile pour nos régimes de faire fonctionner le pays comme il le faut. Et moi, je pense qu'eux aussi, ils doivent plutôt changer de fusil d'épaule, comprendre que les paradigmes ont changé et que le monde évolue à une vitesse. Il y a un économiste français qui avait du mal à comprendre comment la communauté mouride a pu mobiliser autant d'argent pour construire Massalikul Jinan alors qu'ils n'ont jamais été dans une banque pour faire un prêt ou alors pour demander à un partenaire international de financer la construction d'un tel joyau. Ceci l'a surpris. C'est un modèle sénégalais, typiquement. Lorsque le marabout a dit « mettez en place Touba Tchakanam », tout le monde met la main à la poche. Et aujourd'hui, le résultat est là. Et même bien avant cela, aujourd'hui dans les écoles de commerce, on nous apprend très souvent également que le fundraising est issu de certains pays américains comme le Canada et autres. Et pourtant, dans nos sociétés également, ce genre de modèle existait bien avant. Si on reste avec cette communauté mouride-là, la grande mosquée aujourd'hui de Diourbel, puisque l'origine à la base du mouridisme également, c'est Diourbel. Avant la grande mosquée de Touba, la grande mosquée de Diourbel, la construction également, ça a été sur la base d'un fundraising, puisque le marabout Serigne Touba également, Ahmadou Bamba, avait appelé les fidèles, il a été le premier à contribuer et a appelé les fidèles également à contribuer à la construction de cette mosquée-là, qui est la grande mosquée de Diourbel. Le chemin de fer également, Touba Diourbel également, et tant d'autres projets également qui misent sur ce modèle de financement participatif. Et cher Sadibou, on en revient aux élections. Vous parliez tout à l'heure de problèmes de respect des principes et consorts. Mais j'aimerais vous interpeller sur le même point que j'ai interpellé tout à l'heure Ibrahima. Est-ce un problème d'institution, d'hommes et autres, ou plutôt une question même de sincérité des acteurs? Si l'on sait que beaucoup d'opposants, souvent étant dans l'opposition, ont eu à dénoncer le code électoral en place, la constitution en place et même les institutions qui organisent les élections, des fois même les cours, que ce soit la Cour suprême ou bien le Conseil constitutionnel, ils ont eu à dénoncer aujourd'hui toutes ces institutions-là sous prétexte qu'elles sont partisanes. Et pourtant, ce sont avec ces mêmes institutions que ces gens-là ont eu à être élus au pouvoir. Donc, est-ce un problème d'institution d'hommes ou plutôt une question de sincérité des acteurs? Oui, je pense que vous avez dit le mot juste. Il y a ce que j'appelle toujours, moi, ce manque de sincérité de la part des acteurs. Parce que un pays démocratique, par exemple, comme le Sénégal, où toutes les institutions fonctionnent de manière très claire et normale. Donc, depuis les indépendances jusqu'à présent, malgré quelques crises, 62, Senghor Mamadou Dia, ainsi de suite, avec d'autres crises peut-être.
même. Ça n'a pas empêché, 68, 81, ainsi de suite. Ça n'a pas empêché mais le pays de continuer vraiment à fonctionner. Maintenant, ce que j'appelle ce manque de sincérité de la part des acteurs, un peu partout dans le continent africain, parce que la plupart des opposants qui réclament vraiment une démocratie pure, des élections libres et transparentes, ce sont ces mêmes qui vont arriver au pouvoir et essayer de se maintenir encore au pouvoir. Si je prends par exemple le cas d'Alpha Condé, vraiment, quand il est arrivé en Guinée, tout le monde pensait que vraiment maintenant c'est fini, les crises sont finies en Guinée, donc il va plus vouloir se représenter après ses mandats, au vu de la trajectoire de l'homme, au vu de la trajectoire même des autres opposants guinéens comme Cellou Dalein Diallo, ainsi de suite. Tout à l'heure, on a parlé avec M. Camara. Donc, on pensait que lorsqu'il allait arriver au pouvoir, il allait changer radicalement vraiment cette méthodologie qu'il y a eu dans ce pays-là en matière de transparence et de démocratie et d'organisation des élections. Mais au contraire, on l'a vu essayer de se consolider même au niveau de ce pouvoir-là. Maintenant, vous avez vu ce qui s'en est suivi. Nous avons également vu à peu près le même cas au Sénégal avec l'ancien président Abdoulaye Wade également. Et selon vous, face à toute cette situation, quels sont aujourd'hui ces grands défis auxquels fait face la démocratie sur le continent africain? Je pense qu'il faut toujours en revenir à cette sincérité des hommes. Il faut que ceux qui entourent ce jeu démocratique, société civile, partis politiques, peuple, ainsi de suite, puissent s'entendre autour d'un mécanisme qui va tout simplement organiser et mettre un noyau dur qui va permettre vraiment à ce qu'on vraiment puisse plus transiger par rapport aux règles démocratiques. Parce que je ne peux pas comprendre qu'en Afrique, on puisse organiser des élections et que les résultats, on attend 1 mois ou 2 semaines ou 4 semaines pour confirmer ces résultats-là. Cela vraiment engendre des fraudes massives, ainsi de suite. Donc il est important qu'en tout cas que les acteurs puissent tomber d'accord d'abord par rapport au jeu démocratique, par rapport à l'organisation des élections, par rapport vraiment aux mécanismes internationaux qui viennent s'associer à ces élections, par rapport à la surveillance, ainsi de suite. Donc si on tombe d'accord par rapport à cela, si les acteurs deviennent sincères et vraiment que le peuple puisse suivre par rapport à cette organisation-là, je pense qu'on peut avoir des élections démocratiques sur le continent africain où vraiment chacun va vraiment aller dans un sens où permettre à ces pays-là d'aller dans la voie démocratique, mais aussi de permettre à ces pays de pouvoir sombrer, excusez-moi, de ne plus sombrer dans ces crises qu'on voit un peu dans le Sahel ou dans l'Afrique centrale, ainsi de suite. Donc il faut que l'on tourne cette page vraiment de fraude électorale, cette page de mécanismes qui vraiment gouvernent, et ce deal que certains vraiment entourent autour vraiment de ce poste de président de la République pour pouvoir se maintenir. J'aimerais qu'on reste avec ce point que vous venez d'aborder. Concernant cette situation, Ibrahima, pensez-vous qu'on vit donc aujourd'hui une crise de la démocratie ou plutôt une crise de l'état de droit sur le continent? Vous savez, Daouda, moi, j'ai tendance à dire que l'état de droit, la démocratie que l'Occident nous vend, bien sûr, qui se veut universelle, qui ne l'est pas selon moi du tout, ne rime pas avec la pauvreté. Vous savez, la pauvreté est une maladie endémique qui peut faire effondrer tout un état de droit, toute une démocratie. Puisque si les populations qui sont dans les coins les plus reculés du pays, ou alors même qui sont dans les grandes villes, sont confrontés à une extrême pauvreté où la corruption est devenue une tradition chez eux, il sera très difficile de vendre un modèle démocratique qui fera émerger ces pays-là. Et dans ce cas de figure, ceux qui sont au pouvoir vont continuer à se maintenir. Pendant qu'on y est, nous avons vu le cas du Cameroun, Paul Biya. Donc, d'où l'intérêt, si l'on vous suit bien, d'où l'intérêt donc d'allier ce développement du modèle, démocratique ou ce jeu démocratique à un développement économique et social également. Complètement. Il y va de la dignité humaine, Daouda. Il y va de la survie de l'individu. L'instinct de survie est au-dessus de tout. Lorsque l'instinct de survie se présente, la personne, l'individu ne verrait pas l'état de droit dont on lui vend. Il ne verra pas la démocratie dont on lui parle à longueur de journée. Ce qu'il verra, c'est sa survie. C'est ce qui passe au premier plan avant tout. Et donc l'Afrique en est encore à ce stade-là.
Donc ces modèles qu'on nous vend sont des modèles qui sont compatibles certes avec l'Occident, mais ces pays-là sont à des siècles de lumière devant nous, sur le plan développement bien sûr, sur le plan économique, entre autres sur le plan social. Assurer d'abord les besoins primaires aujourd'hui de ces populations africaines, tout en alliant cela également avec le respect de ces principes démocratiques-là. Et Sadibou, la démocratie et la sécurité sont également étroitement liées. En Afrique, la manière dont les dirigeants souvent prennent le pouvoir et leur redevabilité ont tout aussi des implications directes sur la sécurité des citoyens. Selon vous, comment préserver aujourd'hui cet équilibre entre sécurité et démocratie? En tout cas, par rapport à la sécurité, je pense qu'il faut veiller à cela, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est frappée de plein fouet par l'insécurité liée au terrorisme, liée à d'autres vraiment aspects qui font que diviser pratiquement le continent africain et qui font que renforcer vraiment cette insécurité-là. Si on prend le cas du Sahel, où des groupes, des bandits, je dirais, qui sont dotés d'armes, vraiment d'armes sophistiquées, empêchent peut-être la présence de l'État dans certaines zones. On peut prendre le cas vraiment des pays de l'AES où ils sont en train de faire vraiment un travail excellent pour faire revenir la sécurité dans cet espace-là. Donc il faut toujours allier la sécurité auprès de la démocratie, parce que c'est cette sécurité-là qui va garantir la pérennité de l'état de droit. Donc sécurité et démocratie doivent aller de pair aujourd'hui pour garantir l'état de droit. J'aimerais interpeller Ibrahima sur juste un dernier point avant qu'on termine la première partie. Quelle lecture est-ce que vous faites, Ibrahima, de la contribution des outils numériques à l'ère du digital aujourd'hui à la consolidation de la démocratie? Alors, les outils numériques participent en grande partie à la consolidation de la démocratie, certes, mais c'est un couteau à double tranchant aussi. Parce qu'il y a le revers de la médaille qu'on ne voit pas. Ces outils qui sont censés nous apporter quelque chose de plus ont tendance à nous dévier du bon chemin, la plupart du temps. Et pour revenir aussi à la question précédente que vous m'avez posée, sécurité, paix, entre autres, je reviens encore à ma réponse précédente, Daouda. La pauvreté est une maladie endémique qui freine, qui empêche l'état de droit. L'intérêt de travailler sur ces questions-là et également à un bon usage, à l'usage même de ces outils-là qui constituent les outils numériques. En seconde partie du débrief, il sera question de parler de l'Afrique et également de comment le continent africain pourrait peser aujourd'hui sur la scène politique mondiale pour une gouvernance mondiale plus juste et plus équitable. C'est tout de suite. Retour pour la seconde partie de votre émission Le Débrief. Et Ibrahima, quelle lecture est-ce que vous faites de la place de l'Afrique aujourd'hui dans la géopolitique mondiale? Je pense que c'est un vieux débat qui revient souvent, puisque 65 ans ou un peu plus pour certains après les indépendances, il était vraiment temps qu'on dépasse cette question de la place de l'Afrique au sein du concert des nations. L'Afrique a tardé à parler à une seule voix. Donc, nous avions l'habitude dans le passé et jusqu'à présent de parler de manière disparate. Chacun est dans son coin et chacun pense pouvoir parler en son nom propre et pour soi. Alors que les autres continents, les autres pays ont compris que l'heure est aux grands ensembles. Et aujourd'hui, vu que ces pays puissants parlent au nom d'une seule voix, à plus forte raison que nous, pays les plus pauvres du monde. Et nous avons encore accusé du retard pour constituer des pôles, même si toute l'Afrique ne parle pas en seul nom. Ils peuvent être constitués par région. Et donc, selon les pays qui sont dans une seule région et qui ont en commun beaucoup de points, ils peuvent quand même s'entendre et aller, même s'ils ne s'entendent pas. Mais malheureusement, souvent, ce sont des questions diplomatiques ou des questions de conflits entre pays qui gangrènent ces relations-là. Je prends juste l'exemple de certains pays du Maghreb qui n'arrivent pas du tout à s'entendre sur le minimum. Alors qu'on devrait mettre en avant nos intérêts d'abord et mettre de côté nos égos pour pouvoir parler en une seule voix. Tant qu'on n'arrive pas à ce stade-là, on aura du mal. Au-delà de cette question, vous parlez au début de vos développements du fait que c'est un vieux débat aujourd'hui qui revient. Mais ce vieux débat également, est-ce qu'il ne continue pas de revenir à cause du fait que l'Afrique n'a toujours pas aujourd'hui cette place qui lui revient de droit
par rapport à une gouvernance mondiale plus juste, puisque plus d'1 milliard 400 millions également de population et autant d'États également qui constituent le continent, c'est également un continent ou bien des populations qui doivent être entendues, qui doivent être écoutées et leurs besoins pris en compte également. Daouda, dans ce monde, rien ne se quémande. Il faut arracher son droit. Il faut s'imposer. C'est ce que les Asiatiques ont compris. Et aujourd'hui, ils sont incontournables. La Chine l'a compris. Les autres pays d'Asie aussi l'ont compris. Mais le continent y est déjà, hein, on peut, Camara. Oui, le continent y est déjà. Déjà, nous avons une place de l'Union africaine, de l'Afrique incarnée par l'Union africaine au sein du G20. Mais c'est timide, Daouda. C'est toujours timide. Pendant qu'on parle de l'Union africaine, il y a eu un moment, il y avait un débat qui a été soulevé par rapport au siège de l'Union africaine, dans lequel il y avait des écoutes. Quand même, il y a un problème de souveraineté aussi qui se pose dans ce cas de figure. Si on n'arrive pas nous-mêmes à gérer nos codes communs, notre secret au sein de nous-mêmes. Mais par rapport à ces questions-là, Ibrahima, aucun pays au monde, en tout cas, n'est à l'abri d'espionnage. Même les plus grands pays, la même affaire dont vous parliez également, dans le passé, la même affaire dont vous parliez, on en avait également parlé concernant le siège de l'Union européenne. Des fois, ce sont des choses qui viennent... Quand même, Daouda, la cybercriminalité aujourd'hui, il y a des manières de le contourner, même si parfois ça peut nous surprendre, mais on peut prendre les devants. On a assez d'experts en Afrique, Daouda. Il y a des aspects très sensibles qu'on ne doit pas confier. Je suis d'accord, je suis d'accord, Camara. Mais il y a un autre point également. Pourquoi pour ce genre de cas, souvent également, il faut faire très attention? Parce que c'est des cas également dans lesquels il faut souvent démêler le vrai du faux. Puisqu'il y a des faits, certes, mais il y a beaucoup de théories du complot également autour de ces faits qui souvent sortent même de l'ordinaire, puisque les faits des fois ne sont pas comme on les rapporte, et surtout au vu de la situation actuelle, avec l'évolution du numérique, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est toujours bien également de démêler le vrai du faux. Mais nous reviendrons plus globalement sur cette question-là. Voilà, donc nous reviendrons tout à l'heure plus globalement. Une mer où les gros poissons bouffent les petits poissons. Donc nous reviendrons tout à l'heure sur ces questions pour davantage en débattre également. Sadibou, je le disais en introduction, les États africains exigent depuis plusieurs années un nouveau système international plus juste et plus équitable. Comment réussir aujourd'hui à rétablir cette justice-là dans la gouvernance mondiale pour une meilleure représentativité du continent africain? Par rapport à la gouvernance mondiale, comme l'a dit M. Camara, l'Afrique tarde. Parce que ces sommets du G20 dont vous parlez, G8 et tout ça, l'Afrique est toujours certes invitée, l'Afrique parle. Mais maintenant, l'Afrique dispose même d'un siège permanent au G20 depuis septembre 2023. Aujourd'hui, l'Afrique est représentée au G20 à travers l'Union africaine. Oui, effectivement, mais je vous rappelle que toutes les promesses qui ont été faites par le G20 concernant l'Afrique et même le G7 n'ont jamais été tenues. Ou c'est 1% ou quelques pourcents qui a été tenu. Mais est-ce que la situation économique mondiale, surtout depuis la période post-Covid, ne justifie pas également autant cette situation-là? Même avant la situation du Covid, Abdoulaye Wade, quand il était président de la République du Sénégal, je me rappelle qu'il dénonçait cela. Il était invité à tous les sommets du G7, mais à chaque fois, il disait que moi, j'y vais en tant qu'invité, mais pratiquement le G7 ne me rapporte rien. D'où la proposition également du NEPAD qu'il avait fait, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Je dis que tous ces tribunes-là sont bons, il faut aller au G7, G20, on est là, les sommets que la Chine organise, Chine, Afrique, États-Unis, Afrique, Canada, Afrique, toujours on y va disperser. Bon, mais la plupart des promesses ou des choses qui sont vraiment dites là-bas ne sont pas pratiquement respectées. Je ne dis pas que ces sommets sont mauvais, hein. C'est bien, il faut se rencontrer, il faut discuter, il faut échanger. D'où ce que j'appelle la prise de responsabilité. Donc il est temps pour nous, le continent africain. C'est là où je voulais en venir. Au vu de ce que vous venez de dire, cher, est-ce que cela ne doit pas nous pousser à une introspection, à repenser en tant qu'Africains nous-mêmes le financement de nos économies? C'est ça. C'est pourquoi j'aimerais féliciter le gouvernement actuel par rapport au diaspora. Bon, le professeur Babacar Saneba, l'ambassadeur, l'a bien expliqué. C'est tout simplement de dire aux Sénégalais de prendre des responsabilités, des Sénégalais qui sont à l'étranger, certes, mais aussi aux nationaux. Je pense qu'il faut entamer ces genres de réformes un peu partout sur le continent africain pour qu'on puisse vraiment baser notre développement sur des critères qui sont endogènes.
Parce qu'aujourd'hui, la gouvernance mondiale, vous voyez, cette guerre qu'il y a entre les États-Unis et la Chine. Donald Trump augmente les droits de douane. Maintenant, la Chine répond en bloquant ces terres rares qu'ils envoient aux États-Unis. Les États-Unis viennent négocier avec la République démocratique du Congo de Tshisekedi pour avoir ces terres rares-là. Voilà, et bloquer un peu l'avancée. Bon, excusez-moi, les rebelles du M23, ainsi de suite. Donc, il y a des jeux d'intérêt, en tout cas, qui existent un peu partout dans le monde, mais qui frappent de plein fouet l'Afrique et qui menacent de déstabiliser notre continent. C'est pourquoi il est important que, comme vous l'avez dit, il faut qu'on prenne nos responsabilités, qu'on puisse faire une rétrospection et voir qu'est-ce qui ne va pas. Quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour permettre au continent africain de peser sur le commerce mondial où on n'est que 1% et sur d'autres aspects. Parce qu'on ne peut pas disposer des terres rares, de l'or, du pétrole, du gaz. Et aujourd'hui, on commande un peu partout. Il n'y a même pas une semaine, Mimi Touré l'a rappelé vraiment au niveau Elle est la haute représentante du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Comme l'a dit M. Camara, il faut qu'on éradique la pauvreté. On ne peut pas avoir des doctorants, des maîtrisards qui ne travaillent pas, qui sont assis. C'est comme ça qu'elle l'a dit, des maîtrisards, des doctorants qui sont assis chez eux. Ça, c'est impossible. Il faut que l'Afrique éradique la pauvreté. Il faut que l'Afrique puisse soutenir ces jeunes. Et ce sont ces jeunes-là qui vont porter ce continent-là au niveau mondial. Et nous reviendrons tout à l'heure sur ces choses auxquelles, en tout cas, vous avez appelé. Et j'en reviens à Ibrahima Kamara, les BRICS plus également travaille au développement de ce sud global-là et aussi à l'instauration de cette nouvelle gouvernance mondiale plus juste. Selon vous, aujourd'hui, ces BRICS comme la Chine, l'Inde et d'autres pays également qui constituent maintenant les BRICS plus comme on les appelle, peuvent-ils permettre d'arriver à ce rééquilibrage aujourd'hui de la justice mondiale ou de la gouvernance mondiale au vu surtout de leur poids et de leur influence? Je le disais tantôt, vous savez, le général de Gaulle disait que les pays, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Aucun pays, aucune nation, aucun autre continent ne viendra développer l'Afrique à notre place. Il faut qu'on se le mette dans la tête, Daouda. Que ce soit les BRICS, que ce soit le G7 ou le G21, nous, Africains, nous devrions comprendre qu'aujourd'hui, le monde n'aura jamais une justice équitable ou un équilibre sur le plan mondial. Chacun va tirer la couverture sur soi-même, que ce soit les BRICS ou les autres organisations. Filons sur votre logique filons sur également votre logique, Ibrahima Kamara. Nous sommes dans un monde globalisé. Et à travers, dans un monde globalisé également, aucun État, fût-il un État africain ou un autre, ne peut se développer en État aussi en État. Justement, Daouda, on ne peut pas avoir une population très jeune, le plus jeune du continent, ne serait-ce que l'Afrique de l'Ouest ou la CEDEAO, avec les pays de l'AES, avec un marché d'une population de plus de 300 millions d'habitants, et vouloir compter ailleurs. C'est même inimaginable, Daouda. Ce n'est pas sérieux à mon avis. Et donc, même si... pas attendre aujourd'hui que l'autre nous développe, mais nous sommes dans un monde globalisé. Aujourd'hui, par exemple, sur ces États dont vous parlez aujourd'hui, de ces États aujourd'hui de l'AES ou de la CEDEAO plus globalement, sont confrontés au même problème que les autres pays africains. Aujourd'hui, c'est le fait que nous importons, c'est le fait que nous exportons beaucoup de matières premières, importons beaucoup de produits manufacturés. Mais en termes d'industrialisation, ces États africains doivent relever le défi de l'industrialisation. Aujourd'hui, ces partenaires étrangers, fût-il des BRICS ou des Occidentaux ou Américains, peuvent accompagner l'industrialisation de ces pays-là puisqu'ils en sont à un stade un peu plus avancé, mais de façon gagnant-gagnant afin que chacun y tire son épingle du jeu. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est un vieux débat, Daouda. Depuis la nuit des temps, c'est ce même débat qui revient sur la table. Mais j'aimerais quand même que l'on convienne d'une chose, qu'aucun État ne peut se développer en État africain, surtout dans un monde globalisé. Je suis d'accord avec vous, mais aucun État ne peut compter sur un autre État pour se développer aussi. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il est temps que l'Afrique lui-même prenne ses responsabilités en main et qu'on commence par le commencement. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas copier des modèles qui nous viennent de l'Occident, alors qu'eux, ils sont à des siècles de lumière devant nous sur le plan économique pour espérer nous développer et aller à la même vitesse qu'eux. Ce n'est pas possible, Daouda. Il suffit, vous voyagez un peu dans le monde, de voyager et de voir comment ils évoluent. Nous ne sommes pas au même niveau qu'eux. Vous ne pouvez pas être en classe secondaire et vouloir être au même niveau ou alors avoir un même niveau intellectuel que quelqu'un qui est en Master 2. C'est à peu près la comparaison que je peux faire.
aujourd'hui, le fond du problème, Daouda, à mon humble avis, est que nous, Africains, nous devons avoir des modèles qui riment avec nos réalités économiques, sociales, culturelles et politiques pour pouvoir évoluer petit à petit, sans pour autant... Des modèles qui soient beaucoup plus des modèles endogènes. Sans pour autant vouloir être dans une course de vitesse avec les pays développés. Ça c'est Personnellement, je parlais plus de la logique de coopération entre nos pays et ces États, et non dans une logique de course de vitesse ou bien de comparaison également. Et cher Sadibou, quelle lecture est-ce que vous faites aujourd'hui de la place et des opportunités, en tout cas, que ces BRICS plus-là offrent à nos États africains, puisque je le rappelle également, aujourd'hui, certains de ces pays africains sont membres de ces BRICS. Oui, tout d'abord, comme je l'ai dit toujours, l'Occident actuellement domine le monde avec les institutions de Bretton Woods, avec ses organisations. Mais nous avons vu à côté ce phénomène des BRICS-là, donc voir le jour. Et ces BRICS commencent à devenir une réalité. Parce que maintenant, ils ont leur banque de développement, ils prêtent à des taux moins bas. Donc, pour vous dire qu'actuellement, en tout cas, il y a deux formes de modèles qui sont en train de livrer bataille au niveau mondial. Donc, ces BRICS-là, vous connaissez la puissance chinoise. La Chine domine pratiquement l'économie mondiale. Certes, les États-Unis sont toujours en tête, mais on sait que la Chine pratiquement caracole en tête. Donc les Russes, sur le plan militaire, nous savons que c'est la première puissance nucléaire du monde. La Russie dispose de plus de 6000 têtes. Donc, mais cette puissance économique des BRICS est due surtout à l'Asie. Parce que l'Asie, et la production manufacturière du monde pratiquement vient de l'Asie. Les Vietnam, Philippines, donc tous ces pays-là. Donc on sait que la Chine domine pratiquement l'Asie, l'Asie-Pacifique, ainsi de suite, malgré cette présence américaine qui surveille de très près ces Chinois-là. Maintenant, l'Afrique est tentée par ces BRICS-là parce que les BRICS sont plus ouverts, les BRICS n'ont pas d'AR et des garde-fous comme l'impose l'Occident dans certains domaines. Plus d'opportunités à ces Donc pays ils offrent africains. plus d'opportunités aux pays africains. Maintenant, nous avons vu même le Sénégal qui vraiment frappe aux portes des BRICS, peut-être d'ici quelques années. Si le Sénégal réussit, en tout cas, on sait que le pays est endetté à plus de 119%. Donc si le Sénégal en tout cas réussit économiquement à être stable, donc je pense que le Sénégal peut intégrer ces BRICS-là. Mais il faut en tout cas pour moi faire attention. Parce que je ne dis pas que le modèle des BRICS est mauvais ou l'Occident aussi, il faut tout jeter de l'Occident. Mais en tout cas, il faut, comme l'a dit M. Camara, que l'Afrique puisse mettre tout d'abord les fondements, les bases endogènes qui viennent de nous. On reste avec ces bases endogènes, cher Sadibou. Aujourd'hui, surtout par rapport à cette requête ou bien cette exigence de la plupart de nos États, c'est-à-dire cette exigence d'un monde ou d'une gouvernance mondiale plus juste et équitable. Est-ce qu'aujourd'hui, un concept ou bien un marché comme la ZLECAf aujourd'hui, la zone de libre-échange continentale, ne pourrait pas être également un bon moyen, surtout sur le plan du commerce, pour le continent africain également, de s'imposer par rapport à ce domaine-là? Effectivement, je pense que la ZLECAf, depuis son avènement, la ZLECAf peut contribuer vraiment, comme vous l'avez dit, facilement même, à permettre le continent africain de s'en sortir sur le plan économique et même sur le plan des infrastructures. Au vu de tout ce que représente ce marché-là qui est la ZLECAf. Vous avez vu, avant, il y avait ce que Abdoulaye Wade, Abdoulaye avait créé la NEPAD. Le NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Partenariat pour le développement de l'Afrique, donc, qui permettait de créer des corridors un peu partout dans le continent africain. Donc ce projet-là, je pense a été pris à bras le corps par la ZLECAf. Donc la ZLECAf qui, sur le plan économique et sur le plan infrastructurel, est en train de mettre en place des mécanismes qui vont lever les barrières tarifaires et créer un marché de 1,4 milliard et même 2 milliards. Parce que d'ici quelques années, l'Afrique va faire pratiquement 2 milliards d'habitants. Donc si on lève ces barrières tarifaires-là, maintenant, lever les barrières tarifaires ne veut pas dire ne pas investir sur la sécurité des États. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui craignent que lorsqu'on va lever ces barrières tarifaires-là et laisser la libre circulation des personnes et des biens, donc beaucoup vont migrer vers des États, donc pour amener d'autres problèmes, là, comme vous le savez. Mais je pense que de la menace sécuritaire. Je pense qu'il faut que les États puissent travailler ensemble de manière concrète à mettre des mécanismes de sécurité qui vont continuer à protéger les États. Mais cette levée des barrières tarifaires-là, comme prônée par la ZLECAf, va permettre à
pas un commerçant sénégalais d'avoir, au lieu d'avoir un marché de 18 millions d'habitants, mais d'avoir un marché de 2 milliards de personnes. Donc cela va favoriser le développement économique, cela va permettre aux jeunes de pouvoir libérer leurs esprits. C'est Mao qui disait que sans pleurs s'épanouissent et que de multiples rivalisent. Donc cela va s'étendre peut-être sur le continent africain grâce à cela va également renforcer la compétitivité des entreprises africaines et contribuer même à la question, comme vous l'avez dit, de l'emploi des jeunes également. Et Ibrahim, l'Union africaine a officiellement intégré le G20, je le disais tout à l'heure, en septembre 2023. 2 ans après, quelle lecture est-ce que vous faites de l'influence aujourd'hui de l'Afrique à la politique mondiale à travers ce G20-là? Je le disais tantôt, cher Sadibou aussi l'avait dit tout à l'heure, le président Abdoulaye Wade fustigeait que le G20 ne servait vraiment pas à grand-chose pour l'Afrique. Et vu que l'Union africaine, comme je le disais, il va pour parler au nom de l'Afrique d'une seule voix, c'est déjà bien, mais il ne suffit pas de parler seulement, mais il faut que l'UA aussi puisse peser de tout son poids. Puisque quand on parle au nom d'un continent comme l'Afrique quand même, il faut savoir s'imposer et ne pas seulement être un suiveur. Les BRICS dont parlait Cheikh tout à l'heure, c'est une opportunité, c'est vraiment une occasion d'avoir le choix. Donc il y aura quand même plusieurs offres et donc l'Afrique a le choix. Mais ce qu'on doit prendre en compte surtout, c'est que l'Afrique ne soit pas toujours un suiveur. L'Afrique ne soit pas toujours un simple spectateur qui est là pour applaudir. Mais l'Afrique doit aussi proposer quelque chose. Selon ce qu'il dispose, les matières premières par exemple, la matière grise qu'on a, les cadres qu'on a et tout ce qui s'ensuit. Mais ceci ne suffit pas pour se développer. Si l'Afrique parle aussi d'une seule voix, vous parlez tantôt de la ZLECAf, il faut que cette réalité-là se reflète sur le terrain. Est-ce que cela aussi ne doit pas être accompagné d'autres réformes également, au-delà de l'Afrique au G20, également l'intégration de l'Afrique également au Conseil de sécurité de l'ONU pour mieux prendre en compte, puisque la plupart des questions, en tout cas traitées au niveau de ce Conseil de sécurité, sont des questions qui concernent aujourd'hui le continent africain. Oui, l'Afrique doit y être représentée en tant que membre permanent. Et même la gouvernance financière mondiale. Est-ce que le continent ne devrait pas être représenté au sein de toutes ces instances-là pour mieux peser de son poids, comme vous le demandiez tout à l'heure? Il doit être présent au sein de toutes ces instances, mais aussi ses revendications, ses aspirations doivent être écoutées et prises en compte, puisque c'est l'Afrique qui paye le lourd tribut dans tout ça. Et pourtant, toutes ces difficultés nous viennent d'ailleurs. Tous ces problèmes d'insécurité, tous ces problèmes du climat, tous ces problèmes que l'Afrique vit nous viennent d'ailleurs. Tout à fait. Donc l'Afrique en subit plus les conséquences. Et pourtant, nous n'en sommes pas, à la cause. Voyez. Et donc, c'est pourquoi l'Afrique doit vraiment taper sur la table, s'imposer, se faire entendre et non pas seulement y aller pour être un simple suiveur ou un simple spectateur qui va se contenter des discours fleuves qui ne vont aboutir à rien. Mais y aller pour impacter et surtout y porter en tout cas les revendications et exigences aujourd'hui de ce continent africain-là. Et en septembre dernier également, cher Sadibou, Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine, a avancé également l'initiative pour la gouvernance mondiale, qui est une autre initiative également proposée par la Chine au monde, à côté aujourd'hui de 2 autres initiatives que la Chine avait déjà proposées. Il s'agit de l'initiative pour le développement mondial IDEM et pour la sécurité mondiale également, ainsi que l'initiative pour la civilisation mondiale. Que pensez-vous de ces différentes initiatives chinoises aujourd'hui pour une gouvernance mondiale plus juste et plus équitable? Donc, cela vous montre que, ce que Fukuyama et Huntington disaient, la fin de l'histoire est le dernier homme. Donc l'autre qui nous parlait du choc des civilisations. Donc vous voyez, actuellement, lorsqu'on nous disait la fin de l'histoire est le dernier homme, on pensait que là, le communisme est tombé, donc vive le capitalisme. Il n'y a plus d'autre système qui va rivaliser contre ce capitalisme-là. Maintenant, on parle d'initiative chinoise, Xi Jinping. Aujourd'hui, la réalité en est tout autre. En est tout autre. Xi Jinping, avec les grands de ce monde comme Poutine et Kim Jong-un, quoi qu'on puisse dire, certes, c'est un pays... L'Inde également. Avec Modi, ainsi de suite. Donc, pour vous dire que, en tout cas, il y a un autre modèle qui est en train d'être proposé au monde. On parle même de la chute de l'Occident. Parce que maintenant, les sphères de décision, ce n'est plus seulement Washington ni Paris. Maintenant, il y a Pékin, il y a Delhi, il y a Moscou, il y a d'autres. Donc, pour vous dire qu'en tout cas, dans ce monde globalisé-là, il faut essayer de s'imposer avec son modèle et montrer son modèle au monde. La Chine,
si on recule jusqu'aux années 2000, je ne vais pas dire que la Chine n'était rien, mais en tout cas la Chine n'était pas... N'était pas à ce stade qu'elle est. Vraiment. Maintenant, la Chine rivalise avec l'Occident sur le plan militaire, sur le plan économique. Vous avez vu que la Chine propose des armes sophistiquées. Dans tous les pays du monde, la Chine maintenant est en train de proposer son modèle, même son modèle de gestion étatique à des pays africains. Savez-vous que le Parti communiste chinois est en train, dans des pays africains, de proposer le modèle vraiment de gestion du Parti communiste chinois à des partis politiques africains. Donc pour vous dire qu'en tout cas, il y a un modèle, cette initiative mondiale-là, tant prônée par Xi Jinping, qui est en train en tout cas de porter ses fruits un peu partout sur le continent africain. Maintenant, ce que je dis, c'est que les dirigeants africains, ils doivent aussi, je ne dis pas qu'il faut toujours copier, mais en tout cas, copier un modèle qui va pratiquement déranger nos bases culturelles, nos bases socioculturelles. En tout cas, il faut s'appuyer sur ces bases socioculturelles-là qu'on a, comme vous l'avez chanté tout à l'heure, avec les marabouts et tout ce qu'on a dans notre pays, pour créer en tout cas une initiative endogène africaine. Et aujourd'hui, face à ces différentes initiatives aujourd'hui qui ont toutes autant pour moi pour objectif aujourd'hui une gouvernance mondiale plus juste et équitable, comment le continent africain, selon vous, pourrait davantage y tirer son épingle du jeu pour mieux impacter également, surtout mieux être représenté au niveau de ces instances de prise de décision? Effectivement, vous savez, vous l'avez tout à l'heure cité, le Conseil de sécurité, si je parle du Conseil de sécurité, c'est que pratiquement ce sont les grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale qui sont représentés. Donc l'Afrique doit peser lourdement par rapport à ces initiatives, mais par rapport à d'autres décisions dans le monde, et s'imposer pour entrer dans ce Conseil de sécurité-là. Parce que quoi qu'on puisse dire, tout ce qui se passe dans le monde en matière de diplomatie, en matière de guerre, en matière de conflit, les décisions sont prises au niveau du Conseil. Comme à la fin de cette émission, je rappelle que Ibrahima Kamara, vous êtes journaliste spécialisé en relations internationales. Merci encore d'avoir été avec nous et toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous. C'est moi qui vous remercie. C'est aussi un grand plaisir pour moi, surtout rencontrer mon ami et frère Cheikh Sadibou. Et merci également à vous, Cheikh Sadibou Ndiaye. Toujours un plaisir également de partager ce plateau avec vous. Je rappelle que vous êtes spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Je vous remercie, Daouda. C'est un plaisir pour moi de partager le plateau avec M. Kamara, qui est un excellent internationaliste. Et merci également à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.